Rebonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau à cette journée porte ouverte du CESIA, le club d'experts de la sécurité d'information en Afrique. Nous allons poursuivre cette journée riche, bien sûr, en bonnes pratiques liées à la sécurité de l'information et à la cybersécurité, j'allais dire. Nous avons eu des panels et bien sûr une table ronde ce matin. Cet après-midi, nous tournons le cap bien sûr vers d'autres enseignements et d'autres pratiques qui nous permettront davantage de comprendre les questions liées à la cybersécurité et en l'occurrence la cybersécurité en Afrique. Pour le salon numéro 2 qui va démarrer dans quelques instants, nous aurons une plénière qui sera présentée par Yann Obelembia, le RSSI de Ecobank Gabon. Ensuite, nous aurons la table ronde numéro 2 qui va bien sûr mettre le point ou alors l'accent sur le paysage de la cybercriminalité à l'heure de la transformation digitale en Afrique. Ce panel sera modéré par Virginie Munanga, qui est CEO de Blond Crystal, basé au Gabon. Elle sera bien sûr dans cette table ronde avec Douglas Biandou, directeur général fondateur de 10 000 codeurs basé en France, et de Amadou Diawara, le CEO de l'Université virtuelle du Mali. Alors, j'espère qu'à la régie, nos amis sont déjà prêts. Il faut rappeler que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes officielles du CESIA
Et bien sûr, sur le YouTube des 10 000 codeurs et des autres partenaires, nous avons une dizaine de partenaires qui retransmettent l'événement en direct en ce moment. Ce matin, nous avons bien sûr atteint en moyenne plus de 1300 personnes connectées à travers le monde. Les statistiques montraient des personnes de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique. Ça fait plaisir. On espère qu'on aura le même engouement tout à l'heure. Je vais passer la parole à Yann pour la plénière. La thématique de cette plénière, le ransomware en Afrique, l'état des lieux, qu'en est-il? On en parlera avec Yann. Yann, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Pardon? Ok, super. Donc, bonjour à tous. Nous vous disons merci d'être là avec nous nombreux pour notre première journée porte ouverte. Je suis Yann Obelembia, je suis membre du bureau du CESIA et j'aurai le plaisir de parler du ransomware en Afrique. Pourquoi le ransomware a été choisi pour notre sujet phare à notre journée porte ouverte? C'est parce que le ransomware est l'attaque la plus répandue, quelles que soient les régions du monde, depuis 2020. En effet, depuis février dernier, l'ANSSI en France avait déclaré une hausse de 255% des attaques par ransomware, avec une croissance similaire depuis 2018. En 2021, au niveau mondial, les attaques par ransomware ont grimpé de 151% par rapport à l'année précédente selon le 2021 Global Cyber Attack Trends. Pour venir plus près de nous en Afrique, c'est fort du constat de la rareté des chiffres que le CESIA a organisé en début d'année, le baromètre publié en janvier. Et celui-ci dévoile que 82% des entreprises ont subi une attaque, des entreprises africaines plutôt, ont subi une attaque en 2020, d'où 69% d'entre elles relèvent du phishing, que les pirates utilisent très souvent pour injecter des rançongiciels, qui est le terme français des ransomware, ce qui constitue une hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Le ransomware se positionne clairement dans les pires des attaques et les attaques dont il faut se prémunir. Qu'est-ce que le ransomware? Le ransomware ou encore rançongiciel est un type de malware, programme malveillant, créé par des pirates qui prend en otage des fichiers, qui les crypte, qui prend en otage des ordinateurs ou des appareils mobiles en les cryptant par un algorithme très complexe, très souvent de type AES, et pour lesquels ils exigent une rançon en échange de la restitution de l'accès ou de chiffrement des fichiers. Quels sont les différents modes d'infection des ransomware? Nous avons les malspam. Les malspam sont des emails indésirables employés pour délivrer des malwares. Ils incluent généralement des pièces jointes. À l'époque, nous avions des fichiers de type exécutable, mais ces derniers temps, vu que les pirates développent aussi leurs techniques, ils utilisent désormais des fichiers de type Word, PDF ou encore des liens vers des sites web malveillants. Ils utilisent de l'ingénierie sociale afin d'inciter les utilisateurs à ouvrir des pièces jointes ou à cliquer sur des liens qui semblent provenir de sources légitimes, d'un ami ou d'une institution, pour enfin arriver à leur objectif. Le deuxième mode d'infection est encore appelé le malvertising ou encore la pub malveillante. C'est une méthode qui consiste à utiliser des publicités en ligne pour distribuer des malwares et qui nécessite peu ou pas d'intervention de la part de l'utilisateur. Donc, alors qu'ils surfent sur le net, les utilisateurs, bien qu'étant sur des liens légitimes, peuvent être redirigés sur des serveurs malveillants où les pirates pourront exploiter leurs données de localisation et leurs différents fichiers. Quels sont les différents types de ransomware? Nous pouvons citer le scareware. Ici, le scareware, on pourrait le positionner dans un type de ransomware encore très basique. Pourquoi? Il est alarmiciel, tout comme son nom. C'est un type qui comprend de faux logiciels de sécurité et les arnaques qui font référence à un faux support technique. Une fenêtre peut alors s'ouvrir sur votre machine, vous informant qu'un malware ou qu'un autre type de virus a été détecté et que la seule manière de s'en débarrasser est de passer à la caisse ou de cliquer
sur un lien assez particulier. Le deuxième type est le verrouilleur d'écran. Là encore, c'est un signal déjà beaucoup plus sérieux. C'est un type de malware qui va figer votre écran. Vous aurez beau redémarrer votre machine, mais l'écran reste figé et vous avez très souvent des insignes de type FBI qui vous dit que votre ordinateur a mené des activités malveillantes et qu'il faut justement payer à cette institution pour pouvoir la libérer. Le troisième point qui est, lui, est le plus complexe est celui du chiffrement. Eh bien, les pirates vont utiliser des malwares pour chiffrer l'ensemble de vos données et ils vont vous opposer une sorte de rançon pour pouvoir les déchiffrer. Et quand on est à ce niveau, même une restauration des données ou un redémarrage de la machine ne va jamais libérer ou décrypter les données en question. Qu'est-ce qui favorise les ransomware? En premier point, nous avons pensé que c'est le manque de conscientisation des utilisateurs du système d'information. On a tendance à penser que la sécurité est seul l'apanage des DSI et des RSSI. Or, tous les utilisateurs sont des acteurs de la protection de l'entreprise. À côté de cela, nous avons le fort taux de pénétration de l'Internet et l'utilisation spectaculaire des smartphones à usage professionnel. En effet, l'écosystème économique est devenu particulièrement compétitif. Les responsables d'entreprise ont tendance à exiger de leurs collaborateurs qu'ils soient hyper connectés. Les outils digitaux fortement disponibles permettent à des employés de se passer de leurs ordinateurs et désormais mènent une grosse partie de leur activité depuis leur smartphone, ce qui fait place au rush. On a très souvent constaté qu'il nous est arrivé d'écrire un email pendant que nous sommes au volant, pendant que nous sommes en train de marcher dans la rue, ce qui se fait très rapidement sans pour autant déclencher tous nos réflexes de vérification avant de cliquer sur une réponse ou sur un autre lien qui nous aurait été envoyé, pourquoi pas, par nos collègues. Ce qui va suivre aussi, c'est la protection du système d'information et de tous les accès mobiles. Eh bien, une entreprise doit pouvoir être bien prête pour se prémunir de ce type d'attaque. Eh bien, il faudrait penser à des antivirus, à des gestions de correctifs ou des remédiations de vulnérabilité qui permettront de protéger l'entreprise contre ces ransomware. Nous avons l'absence des plans de continuité qui prennent en compte sur des sites de secours qui sont en réplication directe, mais ce qui peut poser un problème. Nous avons l'absence d'outils et de politiques de sécurité indispensables. Et pour terminer, la cupidité et l'appât du gain. Nous pouvons énoncer ici un certain nombre de recommandations. D'une part, préventives, qui pourraient aider les entreprises justement dans un mode proactif à éviter, en tête desquels la protection du SI. Nous pouvons aussi permettre de protéger sur une couche beaucoup plus et les différents équipements actifs. Nous avons la mise en place des serveurs de patch, de gestion de vulnérabilité, de logs et de correctifs. Puis nous avons un élément qui est très essentiel, c'est la formation des équipes du SI et du SSI. Parce qu'une équipe qui n'est pas formée ne peut pas avoir des réflexes, ne peut pas mettre en place un plan et des politiques de sécurité idoines qui permettront à l'entreprise de rester pérenne. Nous avons la sensibilisation régulière, les formations de base sur les bonnes pratiques de sécurité qui doivent indubitablement en utilisation. Nous avons l'évaluation régulière aussi des sensibilisations et de formation. Parce que nous pouvons former, mais il faut qu'on arrive à se rassurer que ces formations sont bien prises en compte par nos utilisateurs et ce qui devrait nous emmener
a fait régulièrement des campagnes internes d'hameçonnage et pour pouvoir aussi évaluer les résultats afin de pouvoir définir le niveau de sécurité et de conscientisation de nos utilisateurs. En termes de recommandations préventives, nous pouvons penser à la mise en place d'un centre de surveillance, encore appelé SOC, un centre de surveillance qui va avoir la capacité de pouvoir superviser l'ensemble du réseau, de pouvoir détecter des comportements anormaux, de pouvoir détecter des utilisations anormales aussi, mais aussi la mise en place d'un CERT. Le CERT va nous permettre, dès qu'on est attaqué par un ransomware tel que décliné un peu avant, de pouvoir déclencher des actions de réponse pour y parvenir. Nous avons aussi la mise en place d'un vrai plan de continuité. Tout à l'heure, on évoquait le fait que les entreprises se concentrent sur des sites secours en parfaite réplication. Et le problème, c'est que les ransomware arrivent à se déverser sur le réseau. Et quand ils sont bien intégrés, ils vont vers la corruption des sites secours. Du coup, les sauvegardes sont vraiment essentielles, des sauvegardes régulières, car elles permettront, en cas de chiffrement des données, de pouvoir les restaurer et retrouver des données particulièrement récentes. En termes de recommandations curatives, parce qu'il faut le dire, le risque zéro n'existe pas. On peut se retrouver un jour ou l'autre dans une situation où on n'arrive plus à avoir accès à nos fichiers, où des serveurs critiques sont figés, et il nous faut pouvoir régler la situation pour pouvoir servir nos clients et délivrer les différents services qu'on est censé délivrer. Et bien, si on se retrouve dans un cas comme ça, la première action est de ne jamais payer de rançon. Les pirates vont s'attendre à vous mettre dans une situation chaotique, vous faire perdre votre sang-froid, et comme ça, vous allez céder à payer la rançon. Mais selon les dernières recommandations qui émanent du FBI, nous sommes sensibilisés à ne pas payer de rançon. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est se faire assister. En fonction des pays, vous pouvez vous faire assister par des experts privés ou des experts publics qui pourront vous accompagner pour la résolution de l'incident. Et en dernier recours, ça va être la restauration des services, comme on l'évoquait, avec les différentes sauvegardes que vous pourrez stocker, ce qui est une recommandation d'ailleurs, les stocker hors site. Nous pouvons dire et admettre que nous sommes tous d'accord sur une chose. La meilleure manière de se protéger d'une attaque ransomware est d'empêcher qu'elle se produise. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons dire sur le ransomware et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci Yann pour cette brillante présentation. Je pense que le message est passé. On se rend compte que ça touche bien sûr même les non-Haïti, les personnes qui ne sont pas forcément impliquées dans l'informatique. Je ne sais pas si la régie a des questions à nous proposer sur les différentes plateformes. Nous avons juste bien sûr des personnes qui manifestent leurs remerciements. Alors, je n'ai pas la régie. OK, d'accord. C'est juste des Effectivement, Gilles, ce qu'il faut préciser ici, c'est nous avons peut-être mis un focus sur les entreprises, mais il faut dire que les pirates sont vraiment dans la patte du gain. Ils pourraient se mettre aussi à espionner des personnalités. Donc, il ne s'agit pas seulement des collaborateurs d'une entreprise. Il faut aussi que tout un chacun, même dans nos vies privées, que nous appliquions ces bonnes pratiques afin de nous prémunir de ce type d'attaques. Car toutes les failles pourront être exploitées. C'est notre comportement sur les réseaux sociaux, notre façon d'utiliser les différents outils, tant de façon personnelle que professionnelle, qui pourra en fait nous aider à nous épargner ce type de péril. D'accord, très bien. Parfait.
Alors, juste pour savoir, hein, en attendant que la régie nous envoie des questions, de manière concrète, dans votre environnement, vu que Yann, tu es dans un secteur bancaire, comment se fait la sensibilisation? Quels sont les moyens utilisés si bien sûr il n'y a pas de confidentialité à ce niveau? Est-ce que au niveau entreprise, les actions sont faites? Si oui, au niveau étatique, dans votre pays au Gabon, est-ce qu'il y a des sensibilisations visibles pour la grande population, bien sûr, dans ces questions-là? Bon, merci Gilles. Au niveau de l'entreprise, ben, nous procédons à des sensibilisations régulières qui sont matérialisées par une évaluation au terme de ces sensibilisations, car il faut dire que ce sont des sensibilisations interactives qui sont obligatoires du directeur général au plus bas de l'échelle et qui incluent même nos administrateurs afin que tout le monde soit alerte. Nous organisons aussi des campagnes de phishing qui sont faites de façon inopinée et nous nous rapprochons de plus en plus de la réalité dans ces campagnes afin de pouvoir évaluer le niveau de conscientisation, le niveau d'éveil de nos utilisateurs. Au niveau du pays, il faut dire que, tout comme on le constate, l'Afrique centrale n'a pas beaucoup démarré sur la partie cybersécurité. Mais la bonne nouvelle pour le Gabon, c'est que les choses semblent se mettre en place. Nous avons pu assister au discours d'indépendance du chef de l'État gabonais qui justement mettait un point d'honneur sur la cybersécurité. Et un ensemble de programmes devra démarrer très bientôt pour faire en sorte que nous soyons plus ou moins prêts. Mais le Gabon, et je pense que c'est un des thèmes, a déjà ratifié la loi sur la protection des données à caractère personnel. Nous sortons un peu des ransomware. Il y a une agence, une commission nationale qui reporte à la présidence de la République qui est en place et qui justement travaille avec les opérateurs économiques, les assiste pour se rassurer qu'elles sont bien conformes et que la loi est respectée. Voilà ce que je peux dire au niveau du Gabon. Et justement, des initiatives telles que le CESIA permettent de développer le niveau d'éveil qui permettent de sensibiliser, mais aussi d'apporter l'expertise technique partout où besoin se fera sentir. D'accord, très bien. Merci Yann. Alors, une question justement qui nous vient des auditeurs, avec justement l'outil d'espionnage qu'on a entendu parler depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois, Pegasus. La question ici, c'est de savoir comment est-ce que les entreprises et les particuliers, bien sûr, peuvent se prémunir de ces intrusions-là. Est-ce que tu as des éléments de réponse à cette question? Déjà, il faut commencer par les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est un peu celles qu'on a listées tout à l'heure. Il faut faire très attention lorsqu'on reçoit un email. L'email peut venir de Gilles Choula, que je connais bien, mais il faut que je regarde, est-ce que Gilles a l'habitude de m'écrire avec une telle forme? Est-ce que Gilles a l'habitude de me faire un certain type de requête? Parce que là encore, la machine ou le téléphone de Gilles peut être corrompu. Donc, à chaque fois que j'ai des interrogations, je dois pouvoir me rapprocher de la personne en me rassurant que c'est bien elle, par exemple, par un appel téléphonique. Je dois pouvoir, à chaque fois que j'ai l'impression que quelque chose se passe mal, alerter rapidement le responsable de la sécurité des systèmes d'information et la DSI pour qu'eux, ils regardent rapidement ce qui peut se passer. Je dois pouvoir sensibiliser autour de moi les différents chefs d'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas, pour qu'ils mettent en place tous les outils nécessaires à la protection de leur écosystème. Je dois pouvoir sensibiliser les utilisateurs, pouvoir leur montrer que tout le monde est important et que le moindre clic peut exposer toute l'entreprise. Pour les entreprises globales qui sont interconnectées, le moindre clic au Gabon peut avoir un impact au Kenya ou en Zambie sur les data centers centraux. Voici un peu ce que je pourrais proposer au-delà de la formation qui est aussi
un critère important pour se prémunir de ce type d'attaque ou encore de ce type de logiciel qui a été cité. Mais il faut dire que c'est difficile. Du coup, il faut vraiment avoir des experts. Pour des petites entreprises qui ne peuvent pas avoir des compétences en cybersécurité, il serait bien qu'elles externalisent ces postes pour avoir des experts qui travaillent avec elles, car ça prend souvent un an, une année complète pour pouvoir détecter que nous sommes attaqués. Et là, dans le cas de ransomware ou des autres malwares, en un an, un pirate a pu collecter toutes les données d'une entreprise et les utiliser contre elle. Et dans le cas des ransomware, on va se retrouver avec des milliards de francs CFA, parce qu'il faut dire que toutes les entreprises ne suivent pas le conseil qui est donné de ne pas payer. Donc, il y a certaines qui cèdent, qui payent. Parfois, les pirates déverrouillent les fichiers, mais très souvent, ils perdent sur les deux tableaux. Non seulement ils auront perdu de l'argent, mais ils auront aussi perdu leurs données. Du coup, si nous avons mis le point des ransomware comme point important lors de nos journées portes ouvertes, c'est pour vraiment tirer la sonnette d'alarme, car les chiffres sont très alarmistes. Nous avons vu pour la France, sur les 3 dernières années, ils sont passés entre 3 et 5 fois plus d'attaques de ransomware qu'avant. Et ça commence vraiment à se ressentir dans les pays africains. Nous pouvons citer le Nigeria et la Tunisie. Malheureusement, nous souffrons de l'absence de chiffres, car nos entreprises ne communiquent pas sur les différentes attaques. Il n'y a pas beaucoup de sondages à l'image du baromètre qui a été organisé par le CESIA. Du coup, nous sensibilisons les entreprises à communiquer, car si elles communiquent, nous pouvons mettre en place pas mal de plans de réponse, mais aussi pouvoir épargner les autres. Nous sensibilisons vraiment tous les acteurs de la sécurité du système d'information et les DSI de se rapprocher des associations telles que le CESIA pour partager leurs expériences afin qu'ensemble on puisse être plus pragmatique. Super, d'accord. J'ai des questions qui essaient de fuser de partout, mais j'en ai une assez particulière parce qu'effectivement, ne pas payer de rançon, on sait combien il est très oppressant et je veux dire très stressant de recevoir des mails en un point fini de ces attaquants. Parfois, on a l'impression que même si on n'est pas conscient d'avoir laissé passer quelques infos privées, comment gérer ça? Ça va parfois même vers des aspects, je dirais, psychologiques. Yann, pour y avoir déjà vécu, moi-même, j'ai été victime bien sûr, d'une manipulation où à tout bout de champ, c'était des mails en un point fini. On vous fait savoir qu'il y a des informations sensibles vous concernant. Comment réellement vivre cela si quelque part on est face à cette situation-là? Déjà, je vais pas me présenter ici comme un gourou. Ne pas payer, c'est justement, comme on disait, pour ne pas perdre sur les deux tableaux. Comment faire pour sortir de ce type de situation? Il faut déjà avoir une sorte de sensibilisation directe aux employés sur la partie plan de continuité. Il y a la gestion de l'image. Il faut pouvoir justement faire comprendre aux employés que ce type de situation peut arriver. Le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, on n'est plus à se dire est-ce que je serai attaqué? On est en train de penser tous les jours et se préparer comme nous savons le faire tous au jour où ça va arriver. D'accord? Parce que quand on regarde les statistiques, surtout celles émises par le CESIA, 82% des entreprises africaines ont été attaquées en 2020. Donc, c'est vraiment alarmant. Les employés, les conseils d'administration, les directions générales doivent avoir le moral fort, se disant que ça peut arriver, raison pour laquelle il faut mettre en place toutes les techniques. Tout à l'heure, on parlait de sauvegarde, mais il faut aussi parler de tout ce qui est repris sur activité, tout ce qui est plan de réponse, afin de faire en sorte qu'on ne panique pas le jour où ça arrive, mais qu'on travaille tous ensemble à la restauration des services. Il est aussi important pour nous dans nos différents pays, et je pense qu'on peut encore se faire aider par les différentes métropoles,
d'avoir des partenariats en termes de sécurité. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. À un moment donné, il faut une expertise pointue qui arrive à venir nous aider quand on est dans ce type de situation. Des logiciels existent quand on se retrouve dans une attaque de ransomware, mais la panacée n'est pas encore là. Tout à l'heure, on parlait du type de chiffrement qui est utilisé par des pirates. C'est quand même de l'AES, c'est assez complexe à déchiffrer. Et plus on passe du temps, plus on perd de l'argent, car pour une entreprise commerciale, elle doit fonctionner au quotidien. À un moment donné, il faut pouvoir reconstruire sur les différentes sauvegardes, sur tout ce qu'on a pu sauvegarder en off-site pour nous permettre de redémarrer. Redémarrer peut-être en mode dégradé, mais redémarrer quand même. Tout à fait, tout à fait. Alors, Yann, avec ou sans ta casquette de banquier, est-ce que notre argent est en sécurité dans vos banques quand on voit toutes ces attaques de plus en plus sophistiquées sur le terrain? Oui, il faut dire que nous pouvons l'admettre. L'argent est en sécurité et la sécurité, c'est nous tous. C'est nous tous ici dans ces journées portes ouvertes. C'est nous qui devons alerter, même en tant que client, un comportement anormal qu'on constate à l'ETM. Nous devons aider les différentes entreprises à se prémunir. Toute information qu'on pourrait constater dans tous les canaux que nous utilisons est importante. Raison pour laquelle la plupart des entreprises, à l'instar d'EcoBank, mettent en place des centres de services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui sont disponibles pour analyser tout type d'informations. Il y a des entités qui mettent en place des équipes techniques. Tout à l'heure, on parlait des SOC et des unités de gestionnaires, de supervision, de bases de données pour vraiment vérifier en tout temps et en toute heure que tous les services se passent bien. L'exposition au digital nous impose, nous commande de pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour superviser tous les pans de notre écosystème, que ce soit les parties techniques et autres. Merci, merci infiniment Yann. Alors, tu as les félicitations, les encouragements de plusieurs personnes à travers les différentes plateformes. C'est assez clair. Merci infiniment pour ce partage d'expérience. Je rappelle que nous sommes connectés sur les différentes plateformes et sur les différents réseaux sociaux officiels du CESIA. Nous allons donc, Yann, si tu as une conclusion à faire, on doit devoir mettre bien sûr la clé sur le paillasson pour cette plénière et laisser le soin à la table ronde, bien sûr, de nous rejoindre. Est-ce que tu auras un dernier message à faire passer? Mon message est celui de la sensibilisation. Il faut qu'on en parle autour de nous, qu'on en parle dans nos familles, qu'on en parle dans nos différents cercles sociaux et surtout que nous soyons de bons élèves. Les formations, les sensibilisations, c'est pour tout le monde. Il faut les faire. Il faut faire des recherches personnelles pour ne pas se retrouver dans le type de situation désagréable que nous pouvons voir à travers les infos au quotidien. Super, super Yann. Parfait. Alors, maître mot, vigilance, 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 sensibilisation, formation. Bien évidemment, c'est dans ces thèmes-là que nous allons mettre fin à cette plénière du salon numéro 2. Merci à Yann Obelembia. Je rappelle que tu es DSSI, on dira comme ça, ou RSSI plutôt, de EcoBank Gabon, membre, bien sûr, fondateur du CESIA, donc administrateur au niveau du CESIA. Merci infiniment, Yann, pour ta disponibilité ce jour. Nous allons nous retrouver dans quelques instants. Il y a des messages qui fusent. On ne peut pas malheureusement tous les afficher. Merci infiniment à toutes ces personnes qui sont connectées. On me fait savoir que l'audience pour ce salon numéro 2 est en moyenne à 667 personnes connectées sur les différentes plateformes officielles et bien sûr celles des partenaires. Merci infiniment à tous pour la mobilisation à cette journée porte ouverte du CESIA. Yann, on va te dire au revoir. Nous allons prendre une toute petite pause, le temps pour nous d'installer bien sûr nos
futurs panélistes pour la table ronde avec Virginie Mounanga tout à l'heure qui vont nous retrouver, Douglas Biandou, Amadou Jawara. Merci infiniment à tous et à tout à l'heure. Merci Gilles. À tout à l'heure.
Merci à tous. Rebonjour et merci à tous de nous retrouver justement pour la suite de notre salon numéro 2 de cette journée portes ouvertes du CESIA. Rappelons pour ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous sommes le jeudi 26 août, cette journée bien sûr mémorable dans l'histoire du CESIA, le tout premier club africain des experts de la sécurité d'information. Nous sommes en train de parler de cybersécurité. Nous avons eu tout à l'heure la plénière avec Yann Obelembia, que nous remercions encore. Nous allons continuer notre séance de travail avec un panel aussi riche que les précédents. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir Virginie Munanga. Virginie, bonjour, c'est un plaisir, c'est toujours une sensation forte que j'ai quand on discute sur ces questions. Je te laisserai le soin, bien sûr, de discuter sur le paysage de la cybercriminalité à l'heure de la transformation digitale en Afrique et bien sûr d'accueillir nos amis Douglas Biandou et Amadou Diawara. À tout à l'heure, Virginie. D'accord, très bien, à tout à l'heure. Bonsoir à tous et à tous. Alors, est-ce que j'ai la parole déjà? Je peux commencer mon introduction? Oui, bien sûr, Virginie, bien sûr. Nous sommes tous suspendus à ton panel. Super. Alors déjà, merci beaucoup pour cette introduction et merci pour cette invitation. Je veux déjà saluer l'initiative de Didier Simba et de tous les acteurs en cybersécurité qui ont organisé cet événement. Je trouve que c'est très bien organisé. C'est très bien cadré et ça nous montre aussi qu'on a des experts au niveau de l'Afrique, même si on est un peu disséminé par le monde. Voilà, on a des experts qui sont capables d'organiser des séminaires comme ça. Donc déjà, bravo pour l'initiative et je suis sûre que les conclusions vont pouvoir emmener des choses beaucoup plus importantes encore au paysage, on va dire, panafricain. Alors moi, je salue déjà le panel, Douglas Biandou qui est là, et aussi Amadou Diawara. Alors, est-ce que tout le monde est en place pour qu'on puisse, je puisse déjà commencer à introduire le sujet sur le paysage de la cybersécurité en Afrique? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir Amadou. Bonsoir Virginie, bonsoir Douglas. D'accord, bon, vous êtes en pleine forme, j'espère. On est très suivis aujourd'hui et c'est un vrai plaisir parce que ce sont des questions qui sont essentielles. Aujourd'hui, en Afrique, on parle de plus en plus de cette question de cybersécurité. Et avec la COVID-19, on a vu des entreprises de plus en plus attaquées. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de la présentation de Yann Obelembia. Il est revenu un peu sur tous les aspects de cybersécurité, notamment au niveau des banques, la question de ransomware, qui est une question fondamentale, une attaque vraiment qui ne fait que monter en crescendo. Et justement, donc nous, on va voir le paysage aujourd'hui en Afrique. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans une menace continue, en réalité, sur ces attaques? Donc voilà, moi je sais que j'ai deux grands experts, donc on va diviser, on va dire, les thématiques. Donc avec Douglas, on va aborder déjà tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est formation numérique et revenir aussi un petit peu sur le paysage. Et avec Amadou, donc tout ce qui concerne les entreprises et notamment les actions qui sont engagées peut-être au niveau institutionnel et bien sûr parler de l'université virtuelle qu'il a mis en place. Moi, je laisserai après à Douglas d'expliquer un petit peu sa vision avec la jeunesse numérique.
Donc, en quelques mots, c'est quoi aujourd'hui, en réalité, le visage de la cybersécurité en Afrique? Comment, en fait, l'arrivée de la 5G constitue aujourd'hui un danger au niveau africain? Comment appréhender le futur digital au niveau de l'Afrique? Et est-ce que l'Afrique est prête pour la fintech? Voilà un petit peu les questions qui sont autour du paysage urbain de la cybersécurité. Donc, dans un premier temps, moi, je laisserai d'abord Douglas s'exprimer, et puis on va aller un peu plus en profondeur sur ces questions-là. Très bien. Merci Virginie. Mes premiers mots seront des mots de remerciement. Remerciement au CESIA, remerciement à la direction du CESIA, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une fierté pour moi de pouvoir intervenir dans un événement comme celui-ci, un événement qui fédère, hein, on l'a vu, hein, plus de 120 décideurs, c'est pas rien. Et je salue vraiment le président fondateur Didier Simba. On a besoin en Afrique de personnes qui ont une vision et qui sont aussi capables de fédérer. Ça, c'est la première source de remerciement. Deuxième source de remerciement, c'est parce que j'ai l'occasion de faire de belles rencontres avec d'autres acteurs qui sont des acteurs inspirants du continent, des acteurs qui agissent dans leur coin pour une meilleure Afrique, pour l'Afrique dont nous rêvons. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis, troisième remerciement, c'est parce que DimiCoder, qui est le projet que je porte, est partenaire de cet événement. Et c'est l'occasion pour notre équipe de rencontrer en fait aussi d'autres mouvements. Donc, c'est particulièrement intéressant parce que la sécurité, c'est un sujet qui nous intéresse chez nous, DimiCoder, puisque nous avons une idée, nous avons un modèle que nous voulons mettre en œuvre pour une jeunesse africaine qui soit plus cultivée numériquement, qui ait une meilleure culture numérique, tant sur les usages que sur les métiers et sur les technologies. Donc voilà, alors moi, je vais forcément, donc Douglas Biondou, président donc, de l'association DimiCoder, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. Sur ce sujet-là, je vais prendre l'angle de la jeunesse. Et je vais essayer de faire le lien entre cette jeunesse et quelques éléments qui me paraissent importants sur cet état des lieux. Alors, premièrement, d'après moi, hein, donc là, je rappelle que je ne suis pas un super spécialiste de la sécurité, loin de là. Je suis un observateur. Je suis une personne qui essaie d'analyser et prendre un peu de recul, et je m'appuie donc sur d'autres études qui peuvent découler de travaux comme ceux du CESIA, mais aussi d'autres acteurs. Alors, certains chiffres, on peut parler déjà, je vais donner quelques chiffres. Il y a une étude sur la en Afrique hein, qui a été effectivement réalisée, et le chiffre 3 milliards, d'accord, c'est le coût de la cybercriminalité. 3 milliards. Le CESIA a eu dans son compte-rendu 82% des entreprises interrogées, mais sur une autre étude, c'est 95% des entreprises interrogées qui ont eu des problèmes relatifs à la cybersécurité. Donc ça, c'est important au niveau des entreprises du MENA. Hein. Donc, ce n'est pas que l'Afrique, c'est au niveau du MENA, donc le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et puis, un chiffre aussi, c'est 500 000 $, d'accord. Enfin, ils ont essuyé des cyberattaques autour des 12 derniers mois, dont près de la moitié ont occasionné plus de 500 000 $ de dommages. Donc ça me semble quand même être des chiffres importants, des chiffres assez structurants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on est loin des attaques dont on parlait. Je pense que ce matin, on a parlé du mot brouteur. Voilà, les brouteurs, ce sont des jeunes qui n'ont un peu rien à faire, qui ne sont pas encadrés et qui vont réaliser des opérations frauduleuses. Donc là, on n'en est plus là aujourd'hui. On a aujourd'hui, ça c'est la deuxième remarque d'après moi, un arsenal bien plus important au niveau des escrocs, d'accord. Et on a donc des techniques de hameçonnage, donc on en a parlé juste avant avec Yann. On a des faux antivirus aussi, important, des faux antivirus, du code malveillant et puis des chevaux de Troie. Donc on a une diversification des techniques pour la malveillance.
Autre point, troisième point, qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des logiciels en Afrique, vous savez qu'il y a une statistique aussi qui est sortie, c'est que 80% des ordinateurs de la zone UEMOA sont infectés avec au moins un malware ou virus. 80%. Incroyable. On a aujourd'hui 80% des logiciels en Afrique qui sont des logiciels qui sont piratés. Donc, c'est difficile de faire des mises à jour sur des logiciels qui sont piratés. Vous voyez? C'est quand même des chiffres qui font froid dans le dos. Quatrième élément que je peux donner, c'est quand même qu'il y a une prise de conscience. Il y a un cadre réglementaire qui est en train de se mettre en œuvre. Et je dois saluer le travail des pays comme le Maroc ou le Bénin, qui ont pris, d'après moi, à bras-le-corps ce type de problématique. Et bien sûr, et là, c'est là que je vais arriver sur la sensibilisation et la jeunesse, c'est la Convention de Malabo, bien entendu. La Convention de Malabo, 2014, sur la protection des données à caractère personnel, qui, dans cette convention, il y a une partie qui insiste sur l'importance de la sensibilisation des populations. Yann le disait tout à l'heure, la sécurité, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Donc, dans le protocole de Malabo, il y a un volet sensibilisation. Et d'après moi, on ne sensibilise pas assez. Alors, vous savez que je suis bien placé pour le dire, puisqu'avec 10 000 codeurs, tous les soirs, à 20 h, heure de Paris, nous sensibilisons les jeunes sur ce que le numérique peut leur apporter. Les usages, les métiers, les technologies. Donc, le protocole de Malabo, pour moi, est fondamental. Aujourd'hui, malheureusement, sur les 55 pays, il y en a, sauf erreur de ma part, moins d'une quinzaine qui ont signé la convention. Et il y en a, sauf erreur, 4 qui ont ratifié, dont le Sénégal, le Togo, et puis, il y a l'île Maurice aussi. Donc ça me paraît effectivement important. Cinquième volet, c'est la problématique des compétences. Tout à l'heure, on en parlait avec Eric. Il y a des compétences, il n'y a pas assez d'expérience. Mais même au niveau des compétences, moi, j'estime que ce n'est pas assez. D'accord? On estime aujourd'hui que sur le continent, donc c'est une étude de Cybersecurity Venture, il y a 3 millions d'emplois vacants en cybersécurité en Afrique. 3 millions. 3 millions. Vous vous rendez compte? 3 millions. C'est très, très, très important, uniquement sur le segment sécurité. Ah ouais, nous, on parle de 10 000 codeurs, 3 millions sécurité. Incroyable. Donc, au Maroc, il y a des entreprises spécialisées en cybersécurité. Dans le Maghreb, il y a vraiment des entreprises qui font des choses extraordinaires. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, donc, je suis moins informé, d'accord, mais moi, je voudrais vraiment insister sur l'angle, je terminerai là-dessus, sur l'angle de la jeunesse. Aujourd'hui, il faut que nos jeunes soient sensibilisés à la cybersécurité, à la cybercriminalité, fassent la différence entre cybersécurité et cybercriminalité. Il faut que nos jeunes, et ça c'est notre combat chez 10 000 codeurs, à travers le volet sécurité, sur les 20 communautés que nous en avons une qui est sur les systèmes d'information, et à l'intérieur pour l'instant, et on espère le sortir, nous avons donc une dynamique sécurité. Et c'est simple, nous voulons que les jeunes aujourd'hui connaissent ne serait-ce que les services de sécurité, petit 1, et les techniques de sécurité. Donc j'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus, je ne vais pas monopoliser la parole, mais pour nous aujourd'hui, la priorité, c'est la sensibilisation de la jeunesse africaine sur, 1, les services de sécurité, intégrité. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Qu'est-ce que c'est que la confidentialité? C'est un service de sécurité. Qu'est-ce que c'est que l'authentification? Qu'est-ce que c'est que la non-répudiation? On parlait de phishing, voilà. La non-répudiation, très important. Qu'est-ce que c'est que la disponibilité et qu'est-ce que c'est que la traçabilité? Aujourd'hui, à mon avis, la jeunesse africaine doit être au courant de ces 6 services de sécurité. Et à côté de ça, de poser des techniques de sécurité qui correspondent à ces services de sécurité. Voilà. Quand on parle d'intégrité, il faut mettre en face la notion d'empreinte. Et ce sont ces notions-là qui sont simples, mais dont la connaissance va pousser à accompagner des jeunes pour qu'ils soient plus curieux et qu'ils creusent et peut-être les emmener vers la sécurité et au moins, quel que soit le sujet, qu'ils fassent du développement, qu'ils fassent du test, qu'ils travaillent sur la blockchain. Ils vont savoir qu'il y a de la sécurité un peu partout. Voilà un petit peu mon retour et mon analyse. Voilà un petit peu les points que je voulais signaler en fait à haut niveau.
D'accord? Et puis, je suis redescendu sur la partie bas niveau et l'importance de la jeunesse en m'appuyant donc sur le protocole, sur la convention de Malabo. Très bien, Douglas. Ben, merci pour déjà cette brillante introduction. C'est vrai qu'au début, en fait, on a omis de se présenter on a commencé. Donc, je te laisse l'honneur et puis je me présenterai puisque c'est moi qui ai commis, on va dire, l'impair. Alors, je pense que je me suis présenté un petit peu au début. Oui, c'est ça. En mon positionnement. Donc, moi, donc, Douglas Mbiondou, donc ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié développeur d'applications, et puis 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle en développement d'applications, Java en particulier. Donc, je suis un professionnel de la formation qui, depuis 5 ans, a sa crise existentielle et donc a envie de faire profiter de son expérience à la jeunesse du continent à travers le projet 10 000 codeurs. Excellent. Mais c'est juste excellent ce que tu fais avec ce programme de 10 000 codeurs. Vraiment, c'est impressionnant ce que vous abattez comme travail. Vraiment, je te félicite aussi pour ça. Merci beaucoup. Merci. Si je peux laisser la parole, à Amadou pour se présenter aussi, au moins que tout le monde sache déjà qui échange ici. Ok, parfait. Et merci Virginie. Et je pense que j'ai écouté mon frère Douglas et ami, et il dit qu'il n'est pas spécialiste, mais je pense que Douglas, je pense que tu as fait beaucoup d'auto-formation. Et bravo à toi. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Amadou Diawara. Je suis le président de l'Université virtuelle du Mali, Kingi, mais aussi du cluster Digital Africa, qui est une plateforme d'intelligence collective. Mais avant tout cela, je suis quand même le président du groupe Famib, qui est aujourd'hui une société d'ingénierie informatique qui existe depuis 11 ans. On est au Mali et un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. C'est un honneur d'être parmi vous. Et je ne sais pas, Virginie, si je dois commencer directement ou je te redonne la parole pour cela. Mais en tout cas, bravo et félicitations pour cette fantastique organisation parfaitement orchestrée. Et je ne suis pas surpris que Didier soit à la tête de cela parce que CCA aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable et nous avons besoin en Afrique. Et je te laisse la parole, Virginie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, parce que tu parlais de te présenter toi aussi. Oui, c'est ça. Alors, bon, moi, c'est Virginie Mounanga et je suis donc CEO de l'agence Blanc Cristal. Donc, on fait dans tout ce qui est communication digitale et beaucoup de formation au codage. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir Douglas sur ce panel. Beaucoup de formation. Et ce qui est excellent aussi, c'est que j'ai découvert que Amadou est donc le grand chef de cette université virtuelle. Je suivais ça, mais je ne savais pas qui était derrière cette initiative. Et donc, c'est formidable parce que justement, cette rencontre nous permet de faire des rencontres stratégiques extraordinaires. Alors moi, de la même manière aussi, donc j'ai une agence au niveau du Gabon où nous faisons de la formation auprès des jeunes. Nous faisons beaucoup d'ateliers de sensibilisation. Dernièrement, nous avons fait des gros ateliers de sensibilisation sur la cybersécurité auprès des jeunes. On a touché les jeunes sur plusieurs provinces, sur des thématiques particulières, comme le ransomware, comme le rançongiciel. Vraiment, on est allé très en profondeur et on a vu vraiment le besoin de cette jeunesse de comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je rejoins parfaitement l'idée de Douglas. Et d'ailleurs, on va travailler ensemble, on va vraiment mutualiser parce que notre jeunesse a besoin vraiment de s'approprier tous les outils numériques, tous les aspects de cybersécurité. Et on a vu vraiment à quel point les quelques notions qu'on leur a inculquées pendant ces formations, tout de suite, vraiment, ils ont compris en fait quelles étaient leurs erreurs. Certaines jeunes filles ne savaient pas que si tu publies une vidéo, par exemple une vidéo nudée, ou si tu fonctionnes sur Internet avec ton vrai nom alors que tu es mineur, tu t'exposes à un danger. Des choses qui sont simples. Un mot de passe complexe sur son téléphone portable, c'est des choses en fait que les gens ne savaient pas. Ils n'avaient pas conscience en réalité qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Partager par exemple le mot de passe de son Wi-Fi, c'est toujours une exposition. Donc je suis vraiment en parfaite adéquation avec ce que Douglas a dit. On a besoin de former les jeunes, on a besoin de former de plus en plus pour vraiment intégrer les notions de cybersécurité déjà à un stade très jeune et que ce soit vraiment progressif parce qu'on se rend compte que ces jeunes-là, aujourd'hui,
ils en parlent auprès de leur famille, auprès de leurs parents. On a les aspects de cybercriminalité qui sont de plus en plus importantes, des jeunes qui subissent en fait du harcèlement, que ce soit en milieu scolaire, puisque moi je travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale, où on a vu par exemple avec les opérateurs de téléphonie mobile, donc tous ces cybercriminels, à cause du mobile banking justement, qui ont des techniques vraiment assez impressionnantes pour détourner des fonds. Donc vraiment, la question de formation, la question de sensibilisation, moi, c'est vraiment mon cheval de Troie, parce que chaque fois qu'il y a une question de sensibilisation, vraiment, voilà, je me porte comme vraiment, je me mets en avant en me disant, il faut qu'on sensibilise, parce que si on ne sensibilise pas cette jeunesse, eh ben, elle est exposée au danger. Et on sait, le numérique, c'est pas juste aujourd'hui on fait une publication, ça nous poursuit toute notre vie. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental de faire comprendre au niveau de la jeunesse. Donc, par rapport à tout ce que Douglas nous a apporté aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment ajouter qu'aujourd'hui, un tiers des entreprises africaines disposent vraiment d'une feuille de route en cybersécurité en adéquation avec la stratégie globale de leur entreprise. Ça, c'est le baromètre, on va dire, de cybersécurité que Deloitte a produit, qui le déclare. Et il y a aussi, en réalité, ce manque de compétences qualifiées et puis des faibles budgets, on va dire, pour engager des actions, on va dire, plus résilientes pour lutter vraiment contre la cybersécurité. Ça, c'est vraiment ce qui ressort vraiment au niveau africain. C'est-à-dire que nos entreprises aujourd'hui, non seulement elles ne sont pas outillées, n'ont pas suffisamment de budget. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment la sensibilisation qui va nous aider à toucher le plus grand nombre de personnes et de travailleurs, on va dire d'experts, pour vraiment mettre en place tous les outils qu'il faut pour se prémunir des dangers. Donc, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous et voir aussi avec Amadou, parce qu'on a parlé aussi de tout ce qui est entreprise. D'ailleurs, j'en ai fait un petit peu l'introduction, mais je le laisserai vraiment entrer en profondeur en tant qu'expert. Comment aujourd'hui, vraiment, quel est le paysage aujourd'hui de la cybercriminalité au niveau africain, au niveau de vraiment, c'est-à-dire que les entreprises, mais aussi les gouvernements, d'ailleurs les décisionnaires, comment aujourd'hui vraiment, quel est le paysage aujourd'hui et quelles sont les perspectives? Écoute, Virginie, je pense que tu as un petit peu introduit cela, mais moi, je dois savoir qu'aujourd'hui, face à l'intérêt pour l'intelligence artificielle, et je pense que Douglas, il en a parlé de la blockchain, et je dirais aussi tout ce qui est la fintech, la cybercriminalité aujourd'hui est longtemps passée au second plan second plan de priorité des investisseurs. Et on le sait bien que les soucis qu'on a aujourd'hui, il y a une grosse manque de prise de conscience de part des investisseurs, mais aussi de part de nos gouvernements, surtout les institutions. Et ce qui représente aujourd'hui un marché lucratif en pleine expansion dans une Afrique particulièrement vulnérable aux cyberattaques, qui lui coûte chaque année plusieurs milliards de dollars. Je pense que Douglas en a parlé de quelques statistiques. Je ne vais pas y revenir dessus, mais nous le savons que la cybersécurité ou la cybercriminalité, si on peut le dire comme ça, représente quand même la plus grande menace pour chaque profession, chaque secteur et chaque entreprise du monde. Et on en a parlé tout à l'heure également, je pense que tu as introduit cela, Virginie, aujourd'hui que ce soit des individus, mais que ce soit aussi des institutions, mais aussi nos gouvernements qui aujourd'hui manquent de vigilance à ce niveau-là, de formation. Et on a parlé, Douglas parle de 3 millions d'emplois qui peuvent être générés aujourd'hui à travers la cybersécurité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la jeune population est consciente de cela. Mais comment les former? Et c'est ce qu'il a parlé au niveau de 10 000 codeurs. Effectivement, je le rejoins sur ce plan. Tous les soirs à 20h, il y a ce programme qui est là. Mais aussi avec Didier qui est en train de faire un excellent travail sur toute l'Afrique, avec qui nous sommes en discussion aussi sur plusieurs projets de formation et de certification. Car on sait qu'aujourd'hui, ce problème, en fait, ce n'est pas qu'on fasse que des conférences, qu'on fasse des écrits, qu'on fasse des remontées d'informations. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on s'impose aujourd'hui sur cette partie-là, nous, acteurs aujourd'hui, qui avons la chance de pouvoir prendre la parole, d'expliquer dans nos autorités que la priorité aujourd'hui
c'est vrai qu'il y a un manque d'infrastructures. Il y a beaucoup de choses qui manquent, mais il faut comment sécuriser notre continent. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, elle est aujourd'hui d'ordre territorial. On parle des États-Unis, on parle de l'Europe, mais qu'est-ce qu'on parle d'Afrique en termes de sécurité? Ce n'est pas une priorité pour qui que ce soit. Et cela est très grave. Et l'Afrique est vulnérable en raison de la faiblesse de ses infrastructures de sécurité, de la pénurie de son personnel qualifié. Je pense que Douglas en a parlé un petit peu et je crois que aussi dans la plénière, ça a été dit, du manque de sensibilisation ou encore de l'absence de coordination réglementaire. C'est pourquoi nous avons beaucoup de certifications, nous, au niveau de l'université virtuelle. C'est comment travailler et comment ramener tous ces experts africains qui œuvrent aujourd'hui, soit qui travaillent beaucoup plus sur l'Afrique ou les États-Unis, mais comment ils peuvent aussi venir former nos jeunes frères, nos enfants en Afrique. Parce que la question essentielle, c'est quoi? C'est la formation. Nous ne pouvons pas sauter les étapes aujourd'hui. Quel qu'en soit Alpha, il va falloir qu'on ait cette main-d'œuvre qualifiée pour cela. Et je pense qu'aujourd'hui, en substance, les cybercrimes sont classés en 3 grandes catégories. Premièrement, la cybercriminalité individuelle qui concerne des informations malveillantes à l'encontre d'un individu. On a parlé tout à l'heure des brouteurs, on parle toujours de cela. Et ce terme est tellement péjoratif qu'on oublie l'importance et le danger que ça peut engendrer aujourd'hui. Mais ensuite, on parle de la cybercriminalité contre la propriété, comme l'arnaque à la carte de crédit. Je pense que notre frère de la banque nous avait parlé un petit peu de cela. Et enfin, la cybercriminalité gouvernementale, connue sous le nom de cyberterrorisme. Aujourd'hui, moi qui viens de la région du Sahel, particulièrement du Mali, nous savons que nous sommes confrontés beaucoup à cela. Et nos autorités pensent que la guerre, elle n'est que militaire. Or, nous sommes dans un conflit où c'est une guerre asymétrique, où tous les moyens sont bons pour nuire, et nous devons travailler. Et je pense que Douglas a parlé le Bénin, le Sénégal essaie de faire quelque chose. Et le Maroc, aujourd'hui, travaille beaucoup sur cela. Mais comment le Maroc travaille dessus? Tout cela aussi permet de comprendre aussi et que le piratage des sites militaires ou gouvernementaux, par exemple, le Mali, le gouvernement et les banques sont souvent attaqués. Et les banques ne communiqueront pas, je suis désolé de le dire comme ça, mais ils ont énormément d'attaques, énormément de problèmes de cybercriminalité, mais ils ne vont jamais communiquer par souci de ne pas affoler leur clientèle. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'ils payent beaucoup d'argent. Et ça a été dit aujourd'hui. Continuer à payer les rançons aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Ils n'ont que le choix de payer parce qu'en fait, ils n'ont zéro système, ils n'ont rien mis en place et il n'y a pas de politique nationale ou voire régionale pour contrer cela. Donc, cela amène beaucoup de soucis dans nos pays et il faut qu'on en discute aujourd'hui. Et je suis content que cette conférence donne la possibilité à toutes ces personnes de suivre cela en espérant que cela va les sensibiliser, qu'il y aura des prises de conscience. Mais avec le temps, l'arnaque au sentiment où on laissait place à une menace bien plus dangereuse aujourd'hui, qui est aujourd'hui le logiciel de rançon, de piratage qu'on essaie d'introduire. Et je pense que là aussi, ça a été dit, dont le coût s'élève à des milliards de dollars aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on pousse nos entreprises à payer, ils le payent. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et d'après quelques études que j'ai dû avoir comme information, et qui s'est propagé dans plus de 150 pays, provoquant aussi des cryptages de données. Et je pense que tout le monde était au courant de cette histoire-là. La plupart de nos pays africains, où des données de plusieurs grandes entreprises ont été contraintes à verser des rançons pour pouvoir réaccéder à leurs propres données. Ça veut dire que le danger, ils n'ont pas pu sécuriser leur contenu et ils ont laissé ce contenu-là dans la main aujourd'hui des hackers et qui aujourd'hui, ils ont payé cher pour récupérer leur contenu. Parfois, ils oublient qu'en payant la formation de leur personnel, en misant sur des universités ou des organismes comme les 10 000 codeurs aujourd'hui pour former la jeunesse et recruter ce personnel-là, ça leur coûte beaucoup moins cher que de payer des rançons. Mais malheureusement, cette prise de conscience, elle n'est pas là. Mais ce qui est extrêmement ordinaire aujourd'hui, des pays tels que le Maroc, Madagascar ou même l'Algérie, en fait, la Tunisie et l'Égypte, le Sénégal ou même quelques pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, ont accepté de payer ça et sans pour autant se dire que, OK, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Après, je comprends que CC a fait une conférence extraordinaire, je pense qu'il y a quelques mois à Abidjan, pour parler de cette question-là, de ces problématiques-là. Et c'est là où ça me donne de l'espoir pour dire que, voilà, enfin,
des acteurs africains, mais aussi toute entreprise qui a un intérêt particulier avec l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, les technologies ne peuvent pas se limiter qu'à nous, Africains. Aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher les compétences partout, il y en a. Mais dans la même année, on a vu en 2018, par exemple, je ne sais pas si, Douglas, vous vous souvenez que des groupes de hackers anonymes ont revendiqué une attaque par demi-service au Gabon, rendant inaccessible des dizaines de sites institutionnels pendant plusieurs heures. Et je pense que, ma chère, tu es au courant de cela. Mais ce qui est encore grave, on a vu qu'en 2021, le président français et beaucoup d'autres personnes ont été écoutées aujourd'hui par ce logiciel qu'on parle aujourd'hui, Pegasus, par le Maroc, ou en tout cas, c'est qu'on dit, entre guillemets. Mais c'est de dire que le danger, il est partout. Pas qu'en Afrique, hein, partout. C'est-à-dire que dans le monde actuel, aujourd'hui, nous devons sensibiliser, quelle qu'en soit l'entreprise dans le monde aujourd'hui, c'est grave. Donc voilà, je conclue cette partie en attendant d'avoir la parole. D'accord. Merci, merci Amadouche. C'est très, très édifiant ce que tu dis. Et moi-même, ça m'interpelle parce qu'aujourd'hui, on se demande, aujourd'hui, est-ce que le niveau de sécurité des entreprises africaines, elle est suffisante pour maîtriser la perte des données sensibles et les risques qui sont inhérents à l'utilisation du cloud computing? Ça, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Et sur une question pragmatique, et là, je reviens un peu avec Douglas, comment, en fait, vous voyez vraiment l'aspect de sensibilisation, de formation? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire justement pour prévenir vraiment tous ces aspects-là? Parce que vous avez ces rendez-vous, ces meetings tous les soirs à 20h, mais c'est vrai qu'il faut encore faire plus. Donc, qu'est-ce que vous envisagez vraiment de mettre en place pour vraiment créer un boom, une sorte de révolution digitale justement par rapport à ces notions de cybersécurité? Merci Virginie de me donner la parole. Alors, je vais aborder le travail de terrain qu'on fait et je vais faire des propositions très concrètes. Comme vous le savez, nous, chez DB-Coder, on est très opérationnel, très concret. Mais je vais me permettre de donner aussi quelques recommandations, d'accord, à un peu plus haut niveau. Et en fait, je vais faire 5 recommandations. Les 5 recommandations que je vais faire, et je vais terminer par la formation, qui est mon domaine de prédilection, et sur lequel on a des propositions très fermes, très concrètes, que j'exposerai un petit peu tout à l'heure. Alors, j'ai combien de temps, chère Virginie? 3 minutes, hein. Parce qu'après, je dois revenir sur Amadou. D'accord, ok. Alors, au niveau des propositions, moi, je pense que, vous savez, la formation, c'est bien, mais on le sait tous, ce qui est important, en fait, pour nos États, c'est d'abord un cadre réglementaire. C'est vrai, nous sommes des techniciens, nous sommes des informaticiens, on aime la technique, mais on le sait, et on le sait avec le temps et avec l'âge, c'est bien quand il y a un cadre réglementaire. Il y a des lois, il y a des conventions. Et à mon avis, la première action à réaliser, c'est de faire en sorte que nos pays puissent ratifier, d'abord signer puis ratifier le protocole de Malabo, 2014. Et il y a des pays comme le Maroc qui avaient déjà signé le protocole de Budapest 10 ans avant. Donc, il faut que nos États s'emparent de ça et intègrent en fait ces conventions. Sur 55 pays, avoir uniquement moins de 5 pays qui ont… C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne comprends pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième conseil que moi je voudrais, c'est un cadre organisationnel. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, supposons qu'une fois qu'on a signé, qu'un pays a ratifié le protocole de Malabo, maintenant il faut une organisation en interne au niveau de la nation. Y a-t-il des documents de stratégie nationale de cybersécurité? Très important. Donc on part au niveau réglementaire, petit 1. Ensuite, donc, on a donc des États qui signent des conventions internationales, des conventions régionales, sous-régionales. Deuxième étage, c'est le côté organisationnel. Dans un État donné, y a-t-il une stratégie nationale de cybersécurité? Ça, c'est la deuxième. Une fois qu'on remonte, troisième étage, ne serait-ce que on a maintenant en fait le côté technique. D'accord? Le côté technique. Aujourd'hui, y a-t-il, alors on en parlait tout à l'heure, des agences de normalisation qui proposent des normes et des orientations.
Alors, on en parlera un petit peu peut-être tout à l'heure. Il y a l'exemple, par exemple, je vous donne un exemple très concret. En France, il existe ce qu'on appelle un CERT, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le côté technique, d'accord? Ce qu'on appelle un CERT, c'est, on va dire, une équipe dédiée sur des réponses à apporter sur des problématiques données, par exemple au niveau de la sécurité. Et là, je vais vous donner l'exemple du CERT en France. Voilà, c'est simple, hein. Je vous donne le lien et je le balance en fait aussi à nos auditeurs. Là, je vous envoie le lien du CERT en France. Donc là, vous arrivez sur un site où en fait, on vous explique. Alors, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Normalement, oui, tu peux. En bas, voilà, je vais partager mon écran. Et vous voyez, regardez, là, c'est en temps réel. Et vous voyez, je suis ici sur le CERT en France, Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques. C'est clair. Vous avez des alertes de sécurité qui sont mises en place par le CERT français. C'est au niveau national. C'est une équipe qui fait que ça. Vous voyez, par exemple, le 2 juillet 2021, il y a eu une alerte. Voilà. Il y a des alertes qui sont en cours et puis il y a des alertes qui sont clôturées. Vous avez une alerte qui a été identifiée, par exemple, dans Microsoft Windows. Voilà. Et on vous explique quelle est cette alerte. Et il y a des gens aujourd'hui qui analysent ces rapports. C'est extrêmement important. Ça, c'est le volet. Le lien, c'est cert.fr, c'est ça? Oui, cert.ssi.gouv.fr. D'accord. C'est concret. Voilà, c'est concret. Il faut un CERT dans tous les pays du continent. Ça, c'est le troisième étage de la fusée. Premier étage réglementaire. Les pays signent des conventions internationales, nationales, sous-régionales, etc., comme la Convention de Malabo. Deuxième étage, c'est au niveau de la nation. Quelle est la politique nationale de cybersécurité? Deuxième étage de la fusée. Troisième étage de la fusée, là, on rentre dans la technique. Là, on a une équipe, un CERT, une équipe qui est dédiée et qui propose à la population entière de la nation des alertes de sécurité. Attention, la dernière mise à jour de Windows que vous avez vue, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Chers citoyens. D'accord? Ça, c'est le troisième étage de la fusée. Quatrième étage de la fusée, d'accord? C'est le travail au niveau du partenariat public-privé. Oui. Je vous donne un exemple. Par exemple, le Togo, aujourd'hui, a mis en place une stratégie de sécurité et le Togo collabore avec je crois que c'est une entreprise polonaise. Voilà, on met en place des partenariats publics-privés où le secteur public s'appuie sur le secteur privé pour mettre en place justement des stratégies opérationnelles. Voilà, aujourd'hui, le site du gouvernement de la défense de tel pays est attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tout à fait. Non, mais voilà. je suis d'accord avec toi. Comment on fait? Donc là, j'ai noté, j'ai 3 minutes, donc il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, et maintenant, au niveau, le dernier étage de la fusée, c'est l'étage, vous savez, qui m'est cher, c'est la partie formation. Exactement. Sensibilisation, formation. Donc, je terminerai là-dessus. En vous présentant ce que nous, 10 000 codeurs, en réalité, on a mis en place de façon opérationnelle. C'est ce qu'on appelle le passeport numérique. Le passeport numérique aujourd'hui, c'est, pour nous, il faut que les jeunes du continent comprennent ce que c'est que le numérique et qu'ils aient une vision globale et une culture générale du numérique. Il faut qu'on leur explique à nos jeunes que le numérique, ce n'est pas uniquement TikTok, plus Facebook, plus WhatsApp, plus Snapchat. Il faut qu'on explique à nos jeunes que le numérique, c'est des usages. Le numérique, c'est des métiers. Le numérique, c'est des technologies. Lorsqu'on aura expliqué ça à nos jeunes, lorsque nos jeunes vont comprendre ça, et ben en fait, nos jeunes vont avoir une culture du numérique et là, ils seront employables. Parce que on leur a pas dit en fait que tout ça existait. Et donc, nous, le passeport d'Imicodeur, le passeport numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble une cinquantaine de questions que nous posons sur l'ensemble des communautés que nous avons. Nous avons aujourd'hui une vingtaine de communautés. Et tous les soirs, comme vous le savez, on fait de la sensibilisation. Et les jeunes, on leur propose un lien vers un formulaire, d'accord? Et ce formulaire, il y a une cinquantaine de questions et il y a à peu près 2 à 3 questions par communauté. Si le jeune répond,
Si le jeune répond à ces questions, on lui donne le passeport. Et le passeport fait en sorte que nous, on va pouvoir recommander ce jeune à l'ensemble des entreprises qui nous disent qu'ils recherchent des talents. Donc, vous voyez, de la même façon qu'on va dire à un jeune, ah, mon petit français, là, il faut travailler ton français. Hein. Ah, ton anglais, il faut travailler ton anglais. Hein. Ah, la culture, tu sais, les pays, les peuples, c'est pas comme ça. Et bien, de la même façon, on va lui dire, de la même façon, on va lui dire, écoute, augmente en fait ta culture du numérique. Découvre ce que c'est que la blockchain, même si tu ne vas pas être un spécialiste blockchain. Découvre ce que c'est que la data, même si tu ne vas pas être un spécialiste de la data. Découvre ce que c'est que le marketing digital, etc., etc. Bon, écoute, Douglas, moi, je suis très passionnée par tout ce que tu dis parce que moi aussi, je fais de la formation numérique et nous aussi, on a mis en place un code numérique, justement. C'est exactement la même chose. C'est vraiment leur apprendre c'est quoi les métiers du numérique, c'est se dire un téléphone portable, c'est pas que Snapchat, c'est pas que Facebook, c'est pas que WhatsApp. Voilà, on peut apprendre beaucoup de choses et des questions de cybercriminalité qui sont importantes parce que nos jeunes, ils sont de plus en plus exposés quand ils utilisent ce type de réseau et donc vraiment les prémunir de tous ces dangers. Et moi, je suis ravie vraiment d'entendre tout ce que tu dis sur le passeport numérique parce qu'on est vraiment complémentaires là-dessus. Je vais laisser en fait Amadou vraiment nous donner sa conclusion aussi sur vraiment le paysage numérique et sur ce qu'il a à dire aussi sur l'université virtuelle qu'il a. Et puis, je vais revenir en 1 minute, essayer de résumer un peu tout ce qu'on a eu à dire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et ça ne suffit pas le temps qu'on a eu malheureusement. Non, mais je pense que Virginie, je vais être assez rapide. Aujourd'hui, moi, on ne peut pas parler de cette conférence sans ne pas parler de télétravail. Je pense qu'aujourd'hui, à l'ère du télétravail généralisé aujourd'hui, le vol des données et les attaques continuent d'augmenter et gagnent en sophistication. C'est-à-dire que les cyberattaques sont devenues légion, à fortiori depuis le début de la pandémie. Les cyber-risques font aujourd'hui partie des risques majeurs qui menacent l'équilibre même du monde. Plus notre société se numérise, plus les enjeux deviennent critiques. Et la transformation numérique en cours représente une force de rupture qui à la fois mène plein de perspectives nouvelles, mais aussi de nombreux risques pour les entreprises parce que la donnée et le risque et qui la suit se trouvent n'importe où aujourd'hui en fait. Et la pandémie a été un catalyseur énorme de cette transformation digitale. Évidemment, bien sûr, c'est une bonne chose pour certaines entreprises comme le nôtre ou toutes ces entreprises qui font de la formation à travers en ligne, mais aussi de codeurs, par exemple. Mais puisque le télétravail s'est imposé partout en quelques jours seulement et en même temps, les cyberpirates redoublent aussi par ailleurs d'ingéniosité et on surfait sur la vague de la pandémie. En utilisant la peur collective, les stratégies de sécurité doivent s'adapter pour répondre à toutes ces menaces. Avant la pandémie, la prévision d'augmentation aujourd'hui du télétravail était à peu près environ dans les 30% dans des pays comme la France, par exemple. Mais au début de la crise sanitaire, nous avons vu que presque les sociétés ont tous mis leurs collaborateurs à distance. Or, la situation ne va pas revenir à la normale immédiatement. Ça, il faut qu'on soit sûr d'une chose, c'est que nous sommes partis pour 2023 facilement. Alors, comment les entreprises, comment nous allons nous préparer pour cela? Et c'est là où je demande aujourd'hui à Didier et à tous ces experts-là aujourd'hui de réfléchir à des propositions beaucoup plus pour proposer aussi à l'Afrique parce que la pandémie, Dieu merci, elle ne nous touche pas directement beaucoup plus en Afrique comme en Occident. Mais lorsqu'elle va arriver, lorsque nos sociétés aussi fragiles, nos manques d'infrastructures, on va se mettre tous en télétravail parce que ce n'est pas encore le cas en Afrique. Et comment on va faire face à ces sécurités-là? Et c'est ça une des questions qu'il faut se poser. Et c'est un petit peu ce que je voulais dire, mais aussi l'obtention massive aujourd'hui du cloud. Et je pense que tu en as un petit peu parlé. Et il faut qu'on regarde comment passer à cette étape-là aussi, sans pour autant aussi se donner beaucoup de fenêtres aussi à ces cyberattaques aussi. Et le déploiement de la 5G aujourd'hui qui vient chez nous sans réglementation, je pense que Douglas l'a dit, et il faut qu'on arrive à travailler sur cette histoire de Malabo, sans quoi nous n'allons pas trouver des solutions adéquates à l'Afrique. Et la 5G aujourd'hui en train d'arriver avec la téléphonie mobile aujourd'hui qui va également rebattre les cartes avec les débits multipliés par 10, ce qui va être un catalyseur énorme pour la transformation digitale. OK, d'accord, mais notamment une explosion attendue sur les objets connectés. Donc, tout cela va apporter beaucoup de failles sur notre continent. Maintenant, comment faire? Et c'est ça la question. Je pense que le rapport qui va être produit aujourd'hui
va donner plus de visibilité sur cela. C'est pourquoi nous, au niveau de l'Université virtuelle du Mali, nous essayons de former le maximum de jeunes. C'est un projet social, on essaie de les former. Mais à travers le cluster Digital Africa, nous menons beaucoup d'activités, beaucoup de conférences sur cette thématique-là. Et d'ailleurs, nous appelons à tous ces experts-là, et heureusement, Douglas, il nous appuie beaucoup, et Didier aussi, mais à tous les autres de aussi venir soutenir cette initiative-là, qu'on forme par masse beaucoup de jeunes africains sur cela. Et je conclue pour remercier tout le monde parce que je vois que le temps, il file, et on me disait que j'avais 3 minutes, je crois que c'est fini. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, en fait, il y a un réveil de conscience. Mais comment le faire savoir à grande échelle? C'est d'encourager de tels événements et c'est d'encourager la formation qu'on est en train de faire avec les 10 000 codeurs, mais c'est d'encourager ce que tu es en train de faire également au Gabon, Elisabeth, avec la formation, mais surtout d'impliquer les jeunes filles aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'elles sont de plus en plus dans ces métiers du digital. Ne les oublions pas, mais c'est de dire que la formation et surtout les réglementations qu'il faut mettre en action. Donc, je remercie pour l'opportunité et en tout cas, bravo à tous les participants et j'ai beaucoup appris et je vous remercie. Et je remercie Didier pour cette opportunité. Merci à Douglas pour l'éclairage qu'il a pu donner aussi à cette jeunesse africaine. Et continuez à le faire, Douglas. Nous avons besoin de cela et ensemble, nous pouvons faire des miracles. Et merci à tout le monde. Merci. Elisabeth, tu es sur mute. Hein. Ouais. Ton micro, Virginie, ton micro. Virginie, autant pour moi, tu es sur mute en fait. Excusez-moi. Donc, je remercie vraiment Amadou pour toutes ces précisions. Vraiment, c'est vrai que toutes ces questions de cybercriminalité, c'est vraiment important de prévenir vraiment toutes ces jeunes filles qui sont exposées. Mais aussi, on parle beaucoup de cybercriminalité aussi au niveau politique, parce qu'il n'y a pas que dans le niveau bancaire, mais il y a aussi tout ce qui est voilà, au niveau politique. Il y a beaucoup d'enjeux aussi à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que vraiment... les failles sont humaines d'abord, et c'est pourquoi on parle beaucoup de sensibilisation. Et après, il y a les actions de surveillance, c'est-à-dire les solutions de surveillance. Qu'est-ce que les gouvernements mettent en place? Et là, vraiment, Douglas et Amadou, vous avez vraiment insisté là-dessus. La question réglementaire et de savoir aussi qu'aujourd'hui, le piratage, la cybercriminalité, elle est soumise forcément à une décision juridique, une décision de justice, parce que ça aussi, de plus en plus, il faudrait que nos gouvernements apportent des réponses vraiment très définies sur ces actions-là. Donc, moi, Elisabeth, si je peux juste rajouter, aujourd'hui, on a vu que l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, suite à quoi? À la cybersécurité. Donc, ils n'ont pas le choix, nos gouvernements. Ils sont obligés d'aller parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des incidences diplomatiques. Et cette semaine, avec cette histoire-là, je pense que cela va apporter beaucoup de choses aujourd'hui à nos gouvernements. Et c'est là où je demande en tout cas à ce que chacun d'entre nous, on soit ambassadeur de cela pour qu'on puisse le remonter. Parce que si ça peut ramener des tensions entre nos pays, et là, ça devient très grave. En ce moment, on n'est pas dans une crise, mais on parle État à État. Donc, on parle de la guerre qui peut se produire dans nos pays. Exactement, exactement. Écoutez, moi, je vous remercie déjà pour tous ces points. Je vais retenir vraiment les 5 points, c'est-à-dire la réglementation, l'organisation, la normalisation, les partenariats publics-privés, les formations, mais en plus de ça, il y a aussi la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation, et ne pas oublier qu'au-delà de tout ça, c'est des failles qui sont d'abord humaines, et il faut trouver des solutions, c'est-à-dire à la fois de la sensibilisation, à la fois de la surveillance, et la surveillance vient de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est organisationnel. Donc moi, je vous remercie. Ça, c'est la conclusion que je pouvais faire sur le paysage de la cybercriminalité à l'heure de la transformation digitale en Afrique. On fera vraiment un point, on va faire un compte rendu de ce séminaire, de ces aspects, parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui et nos pays n'ont pas le choix de suivre en réalité vraiment tout ce qui se fait au Maroc, en Tunisie, pour pouvoir vraiment protéger, que ce soit la protection des données, mais protéger aussi l'identité numérique de tout un chacun. Donc voilà, je vous remercie pour votre disponibilité et pour toutes ces questions, parce qu'on peut rester là des heures, nous on est des passionnés. Merci beaucoup à vous. Et puis on espère qu'on n'a pas pris trop de temps sur la prochaine table ronde. Donc merci encore à Didier et au CCA pour cette magnifique session et à vous, les intervenants de ce jour. Merci.
Merci, merci, ne partez pas s'il vous plaît. Ça a été un réel plaisir. J'étais tellement concentré. Merci à Douglas pour sa bonne humeur habituelle et le courrier qu'il nous a apporté pendant ces échanges. Je rappelle bien sûr à l'audience qui nous écoute et ceux qui nous ont pris en cours, vous étiez dans le deuxième salon bien sûr de cette journée portes ouvertes, la table ronde animée par Virginie Mounanga, directrice générale de Blanc Cristal basée à Libreville au Gabon. Et bien sûr, ces invités, Douglas Biandou, qu'on ne présente plus, qui est un aîné pour beaucoup de jeunes Africains, bien sûr, qui guide avec une main, bien sûr, je dirais, de marque, le projet 10 000 codeurs, le projet 10 000 codeurs qui, bien sûr, moi-même, je suis membre et aîné dans les questions de la gestion des services informatiques. Nous avons eu Amadou Diawara, président de l'Université virtuelle du Mali. Amadou, c'est un réel plaisir de t'avoir eu dans ce panel riche, bien sûr, d'enseignement. C'est un plaisir pour moi parce que je sais qu'on se reverra, ça c'est sûr. Virginie l'a dit, c'est aussi l'occasion du networking. On aura l'occasion de voir ensemble comment mutualiser les compétences pour pouvoir servir notre Afrique. Virginie, je te remercie énormément. J'aurais besoin en inbox qu'on puisse faire 2-3 points ensemble. C'est moi qui vous remercie. Oui, bien sûr. Alors, la suite de notre journée va reprendre dans en moyenne 30 minutes, tout au plus, avec le salon numéro 3. Mais à ce niveau, nous aurons exclusivement des ateliers. Ça sera l'occasion pour nous, bien sûr, de voir comment mettre en place tout ce qui a été dit pendant cette journée. Donc, nous aurons des séances de présentation, des tests avec des partenaires et je vous prie bien sûr de vous connecter via le site internet du CESIA, le cesia.com, pour avoir accès à l'atelier bien sûr qui vous intéresse. N'hésitez pas, restez connectés, rien n'est terminé. Nous nous retrouvons dans 24 minutes plus précisément, c'est-à-dire 15 heures GMT, pour la suite de notre journée portes ouvertes. Merci à tous et à tout à l'heure.
Ah, Corinne. Quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée ça. Si, j'arrête tout. J'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et... Regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière ça, dis-moi! C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali, et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais! Mais c'est trop bien ça! J'y vais! Je parie que dans 3 secondes elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas moi en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacrée Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Ah non, mais ça je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Et le site alors? Tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been, mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. Excusez-moi du peu. Je veux pas lui en vouloir.